On y va comme ça? Oui, voilà. Oui, bonjour, je suis François Jomas, je suis ingénieur de recherche au laboratoire, le GEMAC. GEMAC qui dispose d'un outil analytique assez performant et assez peu répandu dans le milieu académique en France, un analyseur ionique. Et donc moi j'ai la charge de la mise en œuvre de cet appareil pour le laboratoire et puis aussi pour les gens qui peuvent faire la demande d'analyse avec cet appareil. Alors, vous avez ici l'équipe, c'est ça l'équipe? Ça, c'est l'équipement. Alors, là, les échantillons, vous les mettez où? Alors, tout le système fonctionne sous ultravide. Donc, les échantillons, il faut qu'on les fasse passer de la pression atmosphérique dans la chambre d'analyse sous ultravide. Donc, dans un premier temps, on va les introduire à ce niveau-là, dans un sens d'introduction, et on va les faire passer de la pression atmosphérique à 10-9 millibars environ. Donc ça correspond à peu près à une nuit de pompage. Et le matin, à l'aide d'une canne de transfert, on va les faire passer du sas d'introduction, qui est ici, à la chambre d'analyse. C'est là que reçoit les radiations des ions. Voilà. C'est là que sont produits les ions. Alors la chambre d'analyse, elle est encore dans un vide un peu meilleur, parce qu'au matin, on est dans un vide de 10-10 millibars. Alors le principe de la technique, le SIMS, spectrométrie de masse d'ions secondaires, ça consiste à bombarder les échantillons à l'aide d'un faisceau d'ions, qu'on appelle ion primaire, et sous l'effet de l'interaction entre ce faisceau d'ion primaire et l'échantillon se trouve pulvérisé. Parmi tout ce qui est pulvérisé, il y a une petite quantité d'atomes qui vont s'ioniser spontanément, soit en ion positif, soit en ion négatif, et on va s'intéresser à cette population d'ions secondaires, ces ions secondaires étant caractéristiques du matériau pulvérisé. Ces ions secondaires, on va les recueillir, les collecter et les trier selon leur rapport masse-surcharge dans un spectromètre de masse. Il y a les chambres électriques, chambres magnétiques. Alors, la sélection se fait par champ magnétique ici. Notre appareil est un SIMS dynamique à secteur magnétique. Alors, secteur magnétique, ça veut dire que c'est le moyen de filtrer les ions secondaires, donc de les trier et de les identifier, et également de les compter. Et puis SIMS dynamique, ça veut dire que cette machine, elle est essentiellement faite pour s'intéresser aux matériaux plutôt dans le volume. On ne va pas uniquement s'intéresser à l'extrême surface de l'échantillon, mais on va faire des trous dans le matériau pour en analyser la composition sur 2, 3, voire 5 microns, et peut-être même parfois au-delà. Donc c'est ce qu'on appelle du SIMS dynamique par opposition à ce qu'on appelle le TOF SIMS, le SIMS à temps de vol. Alors, techniquement, les ions primaires qui vont servir à bombarder l'échantillon sont produits au niveau de ces deux sources, une source oxygène et une source césium. Alors, on a deux types de sources. Pourquoi? Parce que les ions primaires n'ont pas seulement un effet balistique, c'est-à-dire ne servent pas uniquement à faire de la pulvérisation, mais ils vont renforcer l'émission ionique secondaire. Le césium qui se trouve ici va permettre de renforcer l'émission ionique secondaire des éléments qui donnent des ions négatifs. Et de la même façon, l'oxygène va renforcer l'émission ionique secondaire des éléments qui donnent des ions plutôt positifs. Donc on utilisera cette source pour tout ce qui est métallique, et puis l'autre source pour tout ce qui est hydrogène, carbone, fluor, etc. On utilise donc pour une analyse soit cette source, soit celle-là, et on a ici un filtre de masse primaire qui permet d'injecter les ions dans la colonne primaire qui se trouve ici.
où on peut mettre en forme un faisceau, c'est-à-dire régler son intensité, régler sa focalisation au niveau du point d'impact de l'échantillon et le défléchir avant qu'il vienne impacter la cible. Donc en fait, notre faisceau primaire, il est constamment balayé à la surface de l'échantillon. Et les cratères de pulvérisation, ce n'est pas des gros cratères, on fait des cratères de l'ordre de 150 microns de côté. Donc voilà pour ce qui est du bombardement. Donc ensuite, les ions vont passer dans cette partie de la machine. Donc on va trouver différents diaphragmes, différentes fentes qui servent à différentes applications, donc qui servent à faire fonctionner l'ensemble. Et puis, les ions vont subir un premier virage à 90 degrés, à ce niveau-là, dans une partie qu'on appelle le secteur électrostatique. À ce moment-là, les ions secondaires de toute masse surcharge donnée vont tourner à 90 degrés et être séparés en énergie. Donc ça va permettre de faire un peu de filtre en énergie, de les disperser. Ici, on a un jeu de fentes qui permet de sélectionner la bande passante énergétique sur laquelle on souhaite travailler. À l'issue de ce virage, les ions secondaires, eux, vont maintenant arriver dans le cœur du système, qui est le secteur magnétique. Les ions secondaires vont, à ce niveau-là, être triés selon leur rapport masse-surcharge, séparés. Et dans cet agencement, il y a aussi un effet de refocalisation en énergie. C'est-à-dire qu'en fait, le système travaille de façon achromatique, c'est-à-dire indépendamment de l'énergie initiale des ions. Donc la séparation devient essentiellement sur le rapport masse-surcharge. C'est ça, Masse-surcharge. c'est la charge ionique. La charge de l'ion, oui. La charge de l'ion secondaire qui gère. Les ions secondaires sont généralement monochargés. Ensuite, on va attaquer différents types de détecteurs. Ici, ce qu'on appelle la multi-channel plate, qui permet de faire de l'imagerie. En fait, tout l'ensemble peut être considéré aussi comme une sorte de microscope ionique, qui permet d'obtenir une image stigmatique de la surface de l'échantillon sur une galette de microcadeau. C'est une application, je dirais, marginale dans le cadre de notre activité où on fait beaucoup de profilométrie dans le semi-conducteur, d'analyse d'impuretés ou d'analyse de dopants, de concentration. Les autres détecteurs qui sont utilisés, c'est des détecteurs faits pour le comptage des ions secondaires. Donc ici, un multiplicateur d'électrons qui permet de mesurer des intensités qui vont de pas de coup à 10,6 impulsions par seconde. Et au-delà de 10,6 impulsions par seconde, un autre détecteur prend le relais, c'est la cage de Faraday. Donc on fait une mesure de courant secondaire direct à ce moment-là. Voilà pour ce qui est un peu de la partie physique de la machine. Donc tout l'ensemble est piloté là, à côté par l'informatique. On peut jeter un petit coup d'œil. Donc on a une console de contrôle de la machine qui est entièrement automatisée avec des diaphragmes dont j'ai parlé, des fentes, enfin tout un tas de choses motorisées qui permettent d'obtenir des conditions d'analyse reproductibles dans le temps, je dirais d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre. Donc tout l'ensemble se trouve piloté par ce clavier dédicacé
tout se fait ici. Alors, quelles sortes de matériaux sont plutôt favorables pour les étudier ici? Alors, on analyse essentiellement des matériaux qui supportent la mise sous ultravide. Ah oui. C'est-à-dire, on va exclure tout ce qui est liquide ou je ne sais pas moi, oui, des choses de ce genre-là. Plutôt des échantillons massifs, des métaux, des semi-conducteurs, des minéraux, ce qui exclut également tout ce qui va être poudre. On ne va pas analyser de poudre avec cette machine, ça va pas être très facile. Et de préférence des échantillons qui se présentent de façon pleine et polie, un petit peu comme pour des études de métallographie. Ah oui. Et donc, on ne l'a pas dit, mais la machine permet de détecter tous les éléments du tableau périodique, de l'hydrogène à l'uranium, et elle est facilement quantifiable, entre guillemets, pour tout ce qui est éléments présents dans les matériaux à l'état de trace, c'est-à-dire les faibles quantités, les impuretés incorporées en élaboration, ou, dans le cas des semi-conducteurs, les dopants, donc, où on a des gammes de mesures qui peuvent aller jusqu'à du ppm au ppb, en gros, partie par million, partie par million. Voilà. C'est le dopage pour les semi-conducteurs. Hein? Oui, c'est la gamme de concentration qui concerne le dopage, effectivement. Donc dans le cas des applications du labo, où les gens élaborent du diamant dopé phosphore, quasiment tous les échantillons qui sont produits au labo passent par ici et sont analysés. Vous recevez, il y a un prix pour ça que c'est un peu compliqué de calculer le prix. Alors oui, c'est un petit peu compliqué. Donc disons que la machine, c'est plutôt une machine coûteuse pour un petit labo comme le nôtre, puisqu'elle a coûté 1 350 000 €. Et ben, il faut l'alimenter en échantillons. Donc, comme on a un petit labo, ce ne serait pas suffisant. Donc on est ouvert aux analyses dites extérieures. Donc on a des analyses qui sont faites pour le milieu académique. Et puis on est amené aussi à travailler de temps en temps pour des manips qui sont plus industrielles. Donc en fait on a deux tarifs, ce qu'on appelle le tarif académique et le tarif extérieur. On peut savoir plus ou moins l'ordre de grandeur, je dirais que c'est de 450 € la journée pour les académiques et puis on va monter à 1200 pour les industriels. Et alors nous, on compte en journée d'analyse, c'est-à-dire qu'on ne compte pas au nombre d'échantillons, on fait ce qu'on peut dans une journée, et puis voilà. Quelques exemples d'industriels, par exemple. Alors, beaucoup de gens qui sont dans l'industrie du nucléaire, le CEA, tous les gens qui font des études de matériaux sur les gaines de combustible, la tenue, ça c'est l'essentiel de ce qu'on fait pour l'industriel actuellement. CEA qu'on considère comme industriel. Hein. Oui. Voilà. Et on a été amené à travailler à une certaine époque avec des gens qui font des verres, Saint-Gobain. Des choses comme ça. Et puis des sociétés plus petites qui faisaient des verres un peu particuliers pour les parfums haut de gamme. Voilà. Donc c'était un peu plus exotique. Donc on s'intéressait à la tenue des dépôts de décoration sur des flacons de parfum. Voilà. Alors on peut passer des matériaux quand même divers et variés, puisqu'on a passé aussi à une certaine époque, on a fait des études sur le vieillissement des vitraux. Donc on a été amené à s'intéresser au vieillissement des vitraux de la Sainte-Chapelle à Paris. Voilà, donc ça c'était un peu intéressant. J'ai eu l'occasion de me retrouver en plein cœur de Paris, au niveau de la Rosace,
Ah oui, là. Ouais, ouais, on m'avait emmené visiter un petit peu, c'était assez sympathique. Voilà. Bon, merci Voilà. beaucoup. Hein. Merci François. Donc, j'espère que Ça suffit vous pour... aurez beaucoup de clients. Hein. Ah, pas trop. Il faut les bons. Merci.